Salam alaikum les gars, c'est Hous et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un des plus grands films de l'histoire du cinéma à mon goût, à savoir It de Michael Mann. À travers la mise en place de dualité, ce film regorge de parallèles intéressants et ce sont ces derniers qui, pour moi, font la force du film. Voyons alors quels sont ces parallèles. Bien que vu et revu dans l'histoire du cinéma, l'opposition entre le bien et le mal est représentée de manière assez singulière dans It. Déjà, le personnage nous étant introduit comme le protagoniste principal et le braqueur incarné par Robert De Niro. En plus d'être plutôt attachant malgré sa froideur, Nick McCauley prend part à des scènes de braquage magnifiquement retranscrites à l'écran. Au premier abord, tout cela pourrait nous laisser penser que le film est une romantisation du crime ou de la vie de bandit. Cependant, il n'en est rien, comme le confirme le destin de chacun des malfrats du film. Que ce soit Michael Cherito, Donald Bridan, Danny Trejo, Wayne Gros, Roger Van Zandt et même Nick McCauley, tous finissent par trouver la mort. Et de son côté, Chris Chierlis est condamné à finir sa vie loin de ce qu'il a de plus cher, à savoir sa femme et son enfant. Et si tous les personnages cités précédemment finissent par connaître un destin aussi tragique, c'est pour une seule et même raison, celle de ne pas avoir respecté l'adage de la vie de voyou. You want to be making moves on the street, have no attachments, allow nothing to be in your life that you cannot walk out on in 30 seconds flat if you spot the heat around the corner. Répétée à plusieurs reprises par Neil tout au long du long métrage, cette règle rappelle qu'un bandit, voulant être performant, se doit de n'avoir aucune attache sentimentale et émotionnelle. Si ses acolytes ne le font pas, Neil, quant à lui, applique cet adage à la lettre. Son appartement n'est pas meublé, il n'est plus en contact avec les membres vivants de sa famille, il est appelé le solidaire par la LAPD, et il se définit comme tout sauf marié à Eddie. Tous ces éléments traduisent un contrôle de ses émotions, à la différence de ses acolytes qui, eux, sont mariés. Mais ce contrôle des émotions permet à Neil d'être le meilleur des criminels. Déjà, il n'est pas fiché des services de police, alors que Chris, Michael et Trejo le sont. Ensuite, c'est à Neil que se réfèrent ses trois compères avant de monter sur le coup du braquage. Et durant ce fameux braquage, Chris oublie de mettre sa cagoule et alors que les deux se font tirer dessus, Neil, lui, est minutieux, performant et en ressort indemne. L'impassibilité et le perfectionnisme de Neil se traduit en une certaine froideur. Il ne ressent aucune émotion lorsqu'il menace la femme de Chris de revenir pour le bon déroulement du braquage, et ce, malgré tous les torts de son mari. Il n'éprouve aucune empathie lorsqu'il réclame la chemise du médecin, malgré le fait qu'il sache que c'est un cadeau de sa fille, et surtout, malgré tout le contexte tendant à justifier ses actes, Neil appuie d'une manière déconcertante sur la gâchette, et ce, même quand il doit abattre son frère pour abréger ses souffrances. Cependant, malgré tout cela, Neil reste humain et donc faillible. Sa minutie et sa froideur découlent juste d'un refoulement de ses sentiments, et ces derniers finiront par refaire surface lors de sa rencontre avec Eddie. Plus qu'une simple conquête, Neil cherche un exutoire de toutes ses pulsions enfuies depuis des années à travers Eddie. Alors qu'après cette scène, l'histoire semblait sans suite pour un Neil cherchant à ne pas céder aux tentations pouvant interférer avec ses coups, il finira par la recontacter après avoir vu ses acolytes mariés heureux aux côtés de leur femme. Il finira alors par s'attacher à Eddie, ce qui lui sera préjudiciable car il prendra exactement 45 secondes à la quitter après avoir aperçu Anna. Neil aurait également pu éviter sa mort en ne s'entêtant pas à tuer Wayne Gros, mais cela aurait été contraire à la psyché du bandit que décrit implicitement Neil durant sa rencontre avec Anna. Bien qu'il cherche à ne pas perdre et à ne pas replonger, il n'y a que le crime qu'il maîtrise et qu'il l'épanouit. Il affirme derrière qu'il souhaite avoir assez de temps pour arriver à son but, mais cela est paradoxal car ce même but semble inatteignable dans un quotidien où le crime en appelle toujours un autre et où la course contre la mort ou la prison est souvent perdue par gourmandise ou addiction à l'adrénaline. Comme le confirme encore le destin tragique de tous les bandits du film. In fine, le bandit, incarné par Neil dans sa version la plus parfaite, ne peut jamais gagner. Et c'est ce que le film peut chercher à nous montrer en faisant triompher le bien, incarné par Anna. Cependant, Vincent et Anna, bien que représentant deux concepts totalement opposés, ne sont pas si différents que ce que le film pourrait nous laisser penser aux premiers abords. Aux premiers abords, McCauley et Anna semblent être totalement opposés en raison de leur profession et de leur moralité. Le premier réalise des casses pouvant déboucher sur la mort de policiers innocents. Le second, quant à lui, utilise son intelligence pour arrêter les criminels, probablement dans l'optique de rendre le monde meilleur. Pourtant, entre ces deux-là, l'un apparaît nettement plus tourmenté que l'autre, et ce n'est pas celui qu'on pourrait imaginer. En effet, si Neil est froid, minutieux et professionnel, Anna, quant à lui, est émotif et impulsif, voire irrationnel. I'm very angry, Ralph.
En plus de créer un parallèle intéressant et peu conventionnel dans une relation policier-criminel, les personnalités de chacun des deux protagonistes renforcent cette opposition. Mais plus les minutes et les scènes défilent, plus les caractères des deux personnages semblent être similaires. Et cette similitude ne fera plus aucun doute lors de la première rencontre entre les deux. Attablés dans un restaurant, Neil et Anna vont se dévoiler à l'autre dans la scène la plus importante du film. Si, dans un premier temps, ils se livrent une guerre d'ego pour prouver à l'autre qu'il ne gagnera pas, ils vont, au fur et à mesure, se livrer avec pudeur et froideur jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils partagent la même chose, leur obsession. L'obsession de toujours arriver à ses fins. Cette même obsession qui les exclut de la vie banale composée de barbecue et de baseball, et enfin, une obsession qui les pousse à être les meilleurs dans leur domaine. Domaine étant d'ailleurs des vecteurs d'adrénaline, mais également de problèmes. Si, comme dit dans la première partie, Neil se résout à n'avoir aucune attache, ce n'est pas le cas de Anna, qui tente tant bien que mal de jongler entre passion et vie de famille. Ce qu'il ne réussira jamais à faire, trop obnubilé par son travail. Cela sera prouvé par la scène où il quitte sa compagne pour aller traquer Macaulay. Il dira clairement à Justine qu'il n'est rien d'autre que ce qu'il poursuit, preuve encore de la grande ressemblance avec Neil Macaulay. Et ce sont la fin de la scène au restaurant et la fin du film qui confirmeront définitivement cette ressemblance. Si, vers la fin du repas, c'est le terme qu'Anna emploie pour désigner Neil, c'est bel et bien la poignée de main concluant le métrage qui parachèvera la similarité entre les deux protagonistes. Lors de cette scène grandiose, Neil et Anna font communion dans un final aux antipodes de celui qu'on pouvait entrevoir ou imaginer au début du film, mais s'étant imposé comme logique après 3 heures de métrage. Une des autres prouesses de ce long métrage est de réussir à être aussi dynamique qu'intrigant malgré sa longueur, et ce, sans abuser d'action ou de cliffhanger. Le rythme est magnifiquement géré grâce à une alternance entre deux types de scènes s'enchaînant de manière fluide. D'un côté, des scènes de dialogue, diantrement bien écrites, permettant le développement des différents personnages et la compréhension de leur psyché, et de l'autre, des scènes d'action à tension, comme celle du braquage du début, celle du deal avec Van Zandt, ou celle de la chasse de fin. Parmi celles du premier type, la meilleure est clairement la rencontre entre les deux protagonistes dans le restaurant, que j'évoquais plus tôt dans la vidéo, et concernant le deuxième type de scène, la meilleure est clairement celle du braquage de la banque. L'orchestration et la nature des plans sont exceptionnelles, le choix de certaines prises de vue et l'utilisation de travelling par moment est à féliciter, tant le rendu visuel est grandiose, et le travail sur le son l'est tout autant, que ce soit grâce à la musique de fond aussi dynamique qu'haletante, ou le passage de cette dernière à d'assourdissants coups de feu au moment où la fusillade commence. Tous ces éléments renforcent l'immersion en retranscrivant à leur juste valeur la tension et le stress d'un véritable braquage. Cette scène arrive après déjà 2 heures de film, c'est pourquoi la plupart des réalisateurs auraient conclu leur métrage sur un braquage réussi. Mais Michael Mann, lui, a décidé d'ouvrir une intrigue supplémentaire en le faisant échouer. Suite à cela, il a rajouté 1 heure à son film sans pour autant le rendre longuet et en gardant le même rythme et la même dynamique exponentielle. Il jugeait qu'il avait besoin de 3 heures pour développer au mieux son intrigue ainsi que les personnages. Il n'a alors pas fait de concessions et a réussi à nous délivrer un film aussi pertinent que passionnant. Malgré sa longueur, et même sans avoir la pertinence d'analyse des 2 premières parties de cette vidéo, on peut grandement apprécier le film, et ce, sans jamais s'ennuyer. Mais on l'apprécie davantage quand on réussit à le saisir totalement. Il a toujours été compliqué de faire un film qui plaise autant aux cinéphiles les plus assidus qu'aux spectateurs occasionnels. Pourtant, j'ai l'intime conviction que Heat est celui qui réussit au mieux à satisfaire ces 2 publics, sans pour autant en trahir un. Cette double grille de lecture est pour moi ce qui fait une des forces du film, même si, comme souligné tout le long de la vidéo, ce sont davantage son message global, la profondeur de ses personnages ou encore sa cinématographie qui en font un long métrage exceptionnel. Michael Mann, grâce à des oppositions subtiles de concepts simples, a réussi à délivrer un film aussi complexe qu'accessible, aussi lent que dynamique et aussi léger que profond. En bref, un film de dualité philosophique, scénaristique et cinématographique.